maintenant, tu vas créer une nouvelle règle du jeu. Si t'es pas pris, c'est que t'es pas assez bon. Point barre. Le racisme n'existe pas dans ton monde. La gamification. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on peut traduire ça grossièrement en français par ludification, qui est en fait le fait de rendre ludique des choses, des mécanismes qui ne le sont pas. Typiquement, c'est beaucoup utilisé, c'est un boom ces 10 dernières années dans les startups où ils utilisent ça pour le marketing, pour la publicité. Les jeux vidéo, par exemple, c'est un exemple de gamification, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des mécanismes du cerveau qui sont ultra puissants pour l'engagement, pour s'amuser, pour être stimulé, pour créer une expérience où en fait c'est hyper bête. Mais si je vous disais dans les années 70, ok, je vais vous payer 5000 euros par jour, enfin, à l'époque il n'y avait pas encore les euros, mais voilà, pour rester devant cet écran-là, on va l'appeler ordinateur, et puis voilà, la plupart des personnes ont dit ok, c'est bien payé, je vais accepter pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, histoire de mettre de l'argent de côté, mais hors de question que je passe toute ma vie à faire ça, parce que c'est contraignant, la vie ça se passe dehors, j'ai envie de faire des barbecues avec mes amis, de sortir en soirée, etc. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que l'ordinateur est arrivé, c'est que les jeux vidéo sont arrivés, et maintenant on a des personnes qui payent pour passer la majorité de leur vie derrière des écrans. Et le pire c'est quoi? C'est qu'ils s'amusent. C'est ça en fait, c'est qu'ils sont stimulés, tous on est stimulés par nos réseaux sociaux, par le fait d'être sur Facebook, etc. C'est ces mêmes mécanismes-là. Et ce qu'il y a en fait de génial, enfin, bonjour, ouais, c'est que ces mécanismes-là, on les connaît inconsciemment parce qu'ils sont utilisés chaque jour contre nous. Les décisions qu'on va prendre, les achats qu'on fait, etc. sont régis par ces mécanismes-là psychologiques. Et c'est comme ça que voilà, je quitte, enfin, défi ultime, quitter mon travail, mon CDI hyper confortable de cadre et me lancer voilà, dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Alors si j'avais su il y a 1 an ce qui m'attendait en créant ma boîte, je pense pas que je l'aurais fait. Et ce qui est marrant, c'est dès qu'on rencontre un entrepreneur, c'est tous la même chose. Si je savais ce qui m'attendait, je l'aurais jamais fait. Et c'est ça qui est cool en fait, parce qu'on le fait petit à petit, et c'est ça en fait le concept de sortir de sa zone de confort, c'est qu'on va quelque part à chaque fois nous challenger, à chaque fois commencer à étendre cette zone de confort. Et ce qui a été hyper difficile il y a encore 6 mois, il est maintenant hyper, enfin, ça devient une habitude. Essayez de penser aux moments les plus extraordinaires de votre vie, ceux qui vous ont le plus marqué, des choses dont vous êtes les plus fiers. En fait, si vous les analysez, ils auront pour point commun, pour une majorité, que vous étiez, à un moment ou à un autre, que vous étiez sorti de cette zone de confort. Et on pense souvent, à tort, que la zone de confort, voilà, si vous tapez sur Google, sortir de sa zone de confort, vous allez voir des photos de saut en parachute, de voyage en solo, etc., qui sont des choses classiques. Mais sortir de sa zone de confort, c'est pas que ça en fait. Sortir de sa zone de confort, c'est remettre aussi en question des croyances limitantes. C'est peut-être pour quelqu'un qui travaille tout le temps, qui n'arrive pas à lâcher prise, pour lui sortir de sa zone de confort, c'est lâcher prise. C'est rien faire, c'est prendre des vacances. Donc sortir de la zone de confort, c'est, j'aime bien cette définition d'Einstein qui disait la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et l'intérêt de sortir de sa zone de confort, c'est à partir du moment où on a des ambitions, où on a des frustrations, où on a des désirs, des objectifs, et que la situation actuelle est différente de ce qu'on veut atteindre, ça passe automatiquement, ça passe mécaniquement par le fait de sortir de notre zone de confort. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée-là, de créer le premier jeu, la première expérience en immersion réelle, pour transformer sa vie de tous les jours en un jeu, grandeur nature, avec des défis à accomplir, avec une plateforme où on crée un avatar, une espèce d'alter ego, une meilleure version de soi-même. Et on a des défis à valider par photo, des challenges, des points d'expérience, une communauté secrète, et on doit déchiffrer des codes secrets, 6 codes secrets, le code de la connaissance de soi, le code de l'intelligence relationnelle, de la confiance en soi, de l'efficacité et
C'est quoi? Et le dernier, c'est celui de la maîtrise mentale. Ça fait 5. Ça fait 5. Tu suis bien, c'est un piège. Et celui qui manque, c'est celui de l'énergie vitale. En fait, ce sont pour moi les 6 composantes du développement personnel ou de l'amélioration de soi qui vont, voilà, derrière chacune de ces composantes-là, il y a un code secret à déchiffrer. Sauf que ce code secret-là, ce n'est pas une équation qu'on peut marquer sur un papier, c'est une équation qu'on va trouver soi-même en passant à l'action. Donc, tout le produit en fait et tout le projet de la Startup Goodbye Comfort Zone, c'est de créer justement un jeu en immersion réelle où chacun va trouver, via des challenges progressifs qui sont adaptés à sa zone de confort, trouver justement les réponses à sa propre équation de la réussite et de l'épanouissement. Et ça se passe par le passage à l'action. La différence entre le savoir et le passage à l'action, il y a tout un monde en fait. Il y a notre zone de confort, il y a nos croyances limitantes, il y a notre entourage, il y a plein de paramètres et c'est justement ça que j'essaie d'apporter via ma démarche et via Goodbye Comfort Zone. C'est les mécanismes psychologiques du jeu pour en fait sortir de sa zone de confort, se dépasser sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que ça devient juste, les résultats sont des conséquences. Si on prenait quelqu'un, par exemple, je sais pas, un Inuit ou un Pygmée, et qu'on essayait de lui expliquer le concept de se brosser les dents, pour lui c'est quelque chose de très contraignant. C'est sortir de sa zone de confort. Il ne va pas comprendre pourquoi il doit s'arrêter 2 ou 3 fois par jour pour faire ce geste-là pendant 2 minutes. Et bien pour nous, c'est dans notre zone de confort. Et c'est ça qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a 4 étapes de l'apprentissage. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les 4 étapes de l'apprentissage? Oui. La compétence inconsciente, Exactement. la compétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. Parfait, bravo, c'est exactement ça. L'incompétence inconsciente, par exemple, conduire une voiture. On va dire que j'habite dans une montagne, j'ai jamais vu de voiture de ma vie. Je sais pas que je ne sais pas conduire parce que je sais pas que les voitures ça n'existe pas. Deuxième étape, je commence à voir des voitures passer. Et là, je vois des gens qui arrivent à conduire les voitures et je me dis, moi, je ne sais pas conduire. Donc, c'est une incompétence inconsciente. Je décide de passer le permis. Voilà, j'ai mon permis. Je continue à regarder, on l'a tous fait. Je regarde, la première, c'est là. La pédale de frein, c'est laquelle? Ça, c'est de la compétence consciente. C'est-à-dire que c'est encore conscient, on doit faire un effort pour à chaque fois faire la chose. Et enfin, ça devient une compétence inconsciente. Marcher, parler, faire plein de choses du quotidien. On oublie qu'on les a apprises, on oublie qu'on est passé par plein d'échecs et que c'est devenu maintenant des compétences complètement inconscientes. Et quand on parle, l'une des questions qui revient aussi souvent quand je parle de dépassement de soi, de sortir de sa zone de confort, c'est qu'on me dit « Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas rester soi-même » En fait, soi-même, c'est quoi? C'est hyper intéressant de trouver une définition de savoir ce qui est soi-même. Bonjour. Parce que soi-même, c'est, pour moi, la vie commence comme un jeu de hasard. C'est-à-dire, on a des dés, on n'a pas choisi notre famille, notre lieu de naissance, etc. Plein de paramètres qui vont créer cette bulle familière, cette zone de confort qui est quelque part, en grande majorité, subie quand on arrive, quand on a 18 ans, etc. Et même après. Et on définit ça comme quelque chose qui, c'est qui je suis. Et on oublie que tout peut s'apprendre, que ce soit la compétence. Vous savez, la première fois que j'ai pris la parole en public, c'était il y a 10 ans. J'ai vomi juste avant de monter sur scène. Tellement, et pendant 2 ans, c'était la pire des choses. Voilà, parce que pour moi, j'étais hyper timide. J'ai même parlé avec une personne, la regarder dans les yeux. Enfin, j'avais tellement pas confiance en moi et on me répétait, je me répétais que non, j'étais timide. C'est-à-dire, être soi-même, c'est être timide et qu'il y a des gens qui ont confiance en eux. Moi, tant pis, voilà, j'ai perdu à la loterie. Pourtant, maintenant, aujourd'hui, c'est mon métier. Je fais des scènes, j'ai fait 3 TEDx, je fais des scènes devant plus de 1000 personnes. Et c'est là où je prends le plus plaisir. Là, je suis malade, j'ai presque pas de voix. Et je donnerai tout pour être là aujourd'hui. Et j'enchaîne avec une conférence à 14 h à l'Université de Lille cet après-midi. Et avec une autre à 18 h avec un atelier. Et j'adore ça. Je kiffe ça. Pourtant, je ne l'aurais jamais su si je n'étais pas sorti un jour de ma zone de confort et si je n'avais pas justement élargi ce champ-là. Après, la question qu'on peut se poser, c'est oui, mais quelle est la limite de cette zone de confort? Et c'est une super question. Et hop.
fait, on a souvent la zone de confort ici. Vous connaissez probablement pour ceux qui s'intéressent au développement personnel. On a cette définition de la zone de confort où juste après, il y a ce qu'on appelle la zone de challenge ou la zone d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on sort un petit peu de notre zone de confort, mais c'est encore, voilà, c'est pas trop désagréable et on arrive à apprendre et à étendre cette zone de confort. Et après, on a ce qu'on appelle la zone de panique. Où là, voilà, par exemple, quelqu'un qui est phobique, moi, il y a 10 ans, c'était une zone de panique de monter sur scène. Bon, j'avais pas le choix, c'était un job étudiant et c'était devant un amphithéâtre de 200 étudiants et je devais le faire. Mais si je devais le refaire aujourd'hui, je passerais par 5 personnes, par des tables rondes, 10 personnes, 20 personnes, etc. Et plein d'expériences comme ça. Moi, j'ai commencé quand j'avais 18 ans et j'ai commencé à m'intéresser aussi à la séduction. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être appris, comment communiquer avec l'autre, comment communiquer ses désirs, etc. Et j'ai commencé par demander l'heure à des vieilles ou à des vieux monsieur dans la rue, parce que c'était ma zone de confort. Et j'arrivais, je disais bonjour, vous avez l'heure? Il me disait, et j'étais là, ouais, j'ai réussi et tout. Étape suivante, sourire au caissier ou à la caissière, étape suivante, etc. Et jusqu'à l'étape où je sors tout seul en soirée et je rentre en after avec 20 personnes que je connais pas chez moi. Enfin, ça, c'était il y a 10 ans. J'aime bien. Je confirme, j'y ai assisté. Et du coup, moi j'ai une meilleure définition, et on a travaillé justement sur un outil pour mesurer sa zone de confort qui est disponible dans l'interface de jeu Goodbye Comfort Zone. J'avais pas prévu de le montrer, allons-y. C'est un outil qui s'appelle le cercle de ma zone de confort et c'est un exercice qu'on va tous faire ensemble. Parce que c'est cet exercice-là qui va nous permettre de mesurer notre zone de confort et de savoir quels sont les contours. C'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire pour l'étendre et qu'est-ce que je ne dois surtout pas faire parce que j'ai pas envie de le faire tout simplement. C'est pas moi, c'est pas mes envies, du moins pour le moment. Ce que j'appelle le cercle de ma zone de confort. C'est un outil qui est inspiré de la roue de la vie, dans le développement personnel. Sauf que là, on va procéder en 3 temps. La première étape, on va commencer à se poser la question pour chacun des domaines de la vie, l'amour, la spiritualité, carrière et business, etc. Quelle est ma vision idéale dans X temps? Donc dans 1 an, 2 ans, 3 ans, pas trop longtemps non plus. Et on va essayer d'écrire cette vision idéale. Typiquement, moi, ma vision idéale pour mon business, pour ma carrière d'ici 10 ans, c'est d'avoir une start-up avec une vingtaine de personnes sur plusieurs pays, avec une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes actives et transformer des vies. Voilà, ça c'est mon 10 sur 10, c'est mon rêve, j'ai atteint cet objectif-là. Une fois qu'on l'a défini, c'est là où on va passer à la deuxième étape qui est la plus intéressante. On va se demander quel est le type de personne capable d'atteindre cette vision de la vie. Quelles sont ses caractéristiques? Quels sont ses traits de caractère? Quelles sont ses actions, ses habitudes? Quel est le type de personne capable d'atteindre ça? C'est-à-dire, voilà, on peut s'inspirer de son entourage, de mentors, de personnes inspirantes via des biographies, etc. Est-ce que, par exemple, si je procrastinais ou que j'étais là encore à rien faire en termes de business et tout, je donnerais 0 sur 10. Parce que là, il y a un tel décalage entre ce que je dis vouloir et ce que je suis maintenant que voilà. Soit faut descendre l'un, soit faut faire monter l'autre pour justement être en phase avec son ambition et avec ses objectifs. Et la troisième étape, vous l'aurez peut-être deviné, c'est de se demander sur une échelle de 0 à 10 à quel point je corresponds aujourd'hui à cette meilleure version de moi-même, à cette personne capable d'atteindre ces objectifs que je me suis fixés. Et c'est là où on va pouvoir mesurer ça. Typiquement, moi en carrière et business, je me donne 7 sur 10. Parce que je ne sais pas encore bien m'entourer, j'ai tendance à rester dans mon coin et à faire un peu l'autiste et à développer plein de choses et tout avant de les partager avec les gens. Et je sais que pour atteindre ce que je veux atteindre, il me faut des associés qui ont des compétences complémentaires des miennes, il faut que je communique plus, il faut plein de choses comme ça pour atteindre le 10 sur 10 et atteindre cette vision idéale qui est mon objectif et qui est le contour de ma zone de confort en fait. Quelque part, c'est ma zone de challenge. Je l'ai défini par rapport à mes objectifs et c'est là où c'est hyper intéressant en fait. Parce que quel est notre but à tous ici dans cette salle? Quel est votre objectif dans la vie?
S'épanouir. Voilà. Souvent, il y a plus de choses qui sortent avant. Être riche, trouver un travail, etc. Mais tout ça, ça aide à être heureux, à s'épanouir. Et c'est ça en fait qui compte. C'est pas des choses qui nous sont imposées par la société. Là, par exemple, carrière et business, ça peut pour certaines personnes ne pas être important dans leur vie. Sans précis, on dit ok, bah moi ça me va, 10 sur 10 par rapport à mon ambition. Par contre, les finances, voilà, ou par contre, les nouvelles expériences ou les plaisirs et les loisirs, c'est pas assez ça. Donc je vais les développer, je m'amuse pas assez. Et c'est ça en fait qui est intéressant. C'est qu'on part de sa personnalité, on part de nos objectifs. Et l'objectif c'est de s'amuser sur la route. C'est pas d'atteindre une certaine réussite selon la société, selon notre environnement qui nous est imposé, mais vraiment essayer de faire cet exercice-là qui est simple en fait. Qui est simple parce qu'il est variable. Il faut le faire une fois toutes les 2 semaines, tous les mois, et ça va tout le temps changer. Et c'est normal que ça change. Donc il y a des domaines qui sont privilégiés par rapport à d'autres en fonction Bien de sûr. ton temps, par exemple, sur une période de vie donnée. Par exemple, tu es plus intéressé, focus sur... Il faut. Parce que ça peut être dur d'avoir 10 sur 10 hein, si tu as, mais... des challenges hauts sur chaque domaine. Tu te dis, putain, c'est un taf. Complètement, mais c'est un double truc. Enfin, c'est hyper intéressant ta remarque. D'un côté, il faut prioriser, c'est-à-dire une fois qu'on a obtenu son cercle, qu'on a fait l'exercice ici, etc., je l'obtiens, il y a 2 choses à se poser. Ok. Là, par exemple, j'ai 1 sur 10. Est-ce que la santé et le bien-être est important pour moi? Oui, alors là, il faut que je fasse quelque chose. Non. Bon, bah ok, je mets de côté, je me concentre pour l'instant, pour le mois à venir, sur ces 3 domaines-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut avoir 10 sur 10 sans avoir forcément atteint les objectifs. Parce qu'il y a un paramètre qui est un paramètre temps. Il y a un paramètre qui est un paramètre aussi variable. Tout ce qui ne dépend pas de nos actions, ça c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il y a des personnes qui sont exactement un 10 sur 10 par rapport à leurs ambitions, et tout ce qui les sépare des résultats, c'est le temps. C'est 3 ans à faire ce qu'ils font. Par exemple, quelqu'un qui fait du sport et pour lui la santé et le bien-être, c'est retrouver un poids idéal, et il fait déjà du sport 3 fois par semaine, il mange de manière équilibrée, il est à un 10 sur 10. Ce qui manque, c'est juste le temps, parce que forcément, il a peut-être 10 ans ou 15 ans de mauvaises habitudes alimentaires derrière lui. Et il est en train de les reconstruire en étant déjà une version idéale. Et c'est ça qui est puissant, c'est qu'on mesure aussi son progrès. C'est qu'on ne se contente pas de juste dire, c'est ce qui est un peu la limite de la roue de la vie, qui est cet exercice-là où on dit, quelle est ma satisfaction dans les domaines de ma vie? Oui, mais ma satisfaction, ça on s'en fout quelque part. C'est qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que ma zone de confort est assez large par rapport à ce que je souhaite établir, ou est-ce qu'il faut que je travaille pour atteindre, devenir cette meilleure version de moi-même? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est notamment dans le domaine de la recherche d'un emploi, rechercher sa voie, etc. On va voir comment transformer un objectif classique, un objectif ennuyeux. Trouver du travail, c'est un objectif ennuyeux. Perdre du poids, c'est un objectif ennuyeux. Enfin, ce qui est marrant, c'est sortir avec les potes, c'est voilà, voyager, etc. Comment arriver à maintenir la motivation et l'engagement, et quels sont les mécanismes derrière ça pour transformer un objectif en un système. Il y a cette citation-là que j'adore qui dit que les perdants ont des objectifs, les gagnants ont des systèmes. C'est-à-dire que souvent, quand on se lance dans une démarche de développement personnel, développement professionnel, d'amélioration de soi, etc., on compte tout le temps sur notre motivation intrinsèque et qui n'est pas du tout suffisante. Parce que c'est une jauge qui est variable, qui va demain, voilà, aujourd'hui je suis motivé, demain je vais être malade, demain il va se passer un truc de tout, je serai plus motivé. Et ça c'est normal en fait, et on ne l'accepte pas. Alors il y a des extraterrestres, il y a Tony Robbins, il y a Franck Nicolas, etc. Bon, c'est des gens, moi je les regarde, je dis respect, je les admire pour ce qu'ils font, mais moi je ne fonctionne pas comme ça en fait. Moi j'ai des matins où je suis déprimé, j'ai des jours où je commence à perdre ma voix, etc. Et c'est ok, cette fluctuation-là, parce que j'ai mis en place des systèmes. Typiquement, par exemple, un exemple en ce moment, j'ai un pote, on a rendez-vous 5 jours par semaine, on a rendez-vous à 7 h du matin devant la salle de sport. Celui qui arrive en retard, il paye un café à l'autre, parce qu'on va travailler dans un café, on est tous les deux entrepreneurs. Celui qui ne se pointe pas, ça m'est arrivé une fois, paye le déjeuner. Je peux vous dire que vous le faites une fois, le lendemain, voilà, tu es là à 6h55 en disant mais dommage que tu ne sois pas en retard et tout. Parce que ça, du coup, c'est de la motivation extrinsèque. Ça devient, voilà, tu te réveilles à 6h45 et tu te dis, non, je peux pas, ça ne dépend pas que de moi. Il y a des hacks comme ça et tout. Et justement, ces hacks-là,
on va voir quelques mécanismes psychologiques qui sont utilisés dans l'univers de la publicité, l'univers des séries, l'univers des jeux vidéo pour maintenir notre motivation. Et le premier, c'est affiché, c'est le pourquoi. Ça, c'est une étape primordiale. C'est le pourquoi. Si on a des objectifs, je sais pas, trouver du travail, bah pourquoi? Vous allez me dire, bah oui, non, t'es marrant, faut bien payer les factures. Ça, c'est pas un pourquoi. Il faut se poser, il y a une règle des trois pourquoi. Pour chaque objectif, il faut se poser la question 3 fois pourquoi. Et on va arriver à un pourquoi qui est plus important. Par exemple, trouver du travail, bah, parce qu'il faut payer les factures. Oui, mais pourquoi? Bah, parce que voilà, je veux servir à quelque chose, je veux trouver du sens à ma vie, etc. Ok, bah pourquoi? Bah, pour tout simplement voilà, pouvoir aider les autres, interagir avec les autres. Et là, on commence à trouver des outils, des choses qui sont beaucoup plus importantes. Par rapport au pourquoi, c'est perdre du poids. Ça, c'est un objectif. Voilà, c'est pourquoi perdre du poids, c'est pour la société, c'est pour le truc et tout. C'est pas un truc assez intéressant. Par contre, quand on fait le travail, parfois on se rend compte, bah oui, j'ai envie d'avoir plus d'énergie pour le soir, voilà, jouer avec mes enfants, pouvoir voilà, voyager, ne plus être fatigué, etc. Et là, ça a un vrai sens. Pourquoi je veux monter mon entreprise, c'est pouvoir aider les autres, pouvoir être indépendant, être libre. Là, c'est un grand pourquoi et ça donne du sens, ça donne un scénario à un jeu. Et le jeu où on ne comprend pas les règles, on ne comprend pas pourquoi on joue, on ne comprend pas quel est l'intérêt, il n'a rien de stimulant, il n'a rien d'amusant. Vous n'avez jamais joué à un jeu où je vais vous dire, ok, bah, vous allez poser pendant 1 heure et faire des choses et tout, des actions sans comprendre un peu l'histoire ou du moins les règles. Et ça, c'est hyper primordial dès qu'il s'agit, surtout s'il y a des managers, s'il y a des personnes qui managent, ça c'est un truc qu'on oublie souvent. On donne, même la femme de ménage, elle a besoin de comprendre son pourquoi dans l'entreprise. C'est-à-dire voilà, qu'elle apporte du bien-être aux autres salariés, que son rôle est primordial pour, voilà, parce que les autres font pas attention et que d'avoir un environnement de travail propice, rangé, etc., bah, ça aide pour la mission d'entreprise qui est telle et telle et telle. Toujours le pourquoi. Deuxième levier, c'est la progression et l'accomplissement. Et ça, c'est hyper puissant en fait. On en a parlé tout à l'heure, le cerveau humain est très mauvais pour mesurer la progression. On aime bien les gratifications, mais à très court terme. Manger une glace, sortir avec les potes, etc. Ça, on sait, c'est des plaisirs. Mais le cerveau, quand tu lui expliques que tu dois faire ça pendant X temps pour atteindre tel résultat dans 1 an, le cerveau, il n'a pas conscience de ça. Il a du mal à mesurer ce bienfait à long terme. Et du coup, avoir un système pour mesurer sa progression, pour se rendre compte de tout ce qu'on a fait, ça, c'est un game changer, ça change tout. C'est typiquement quand j'avais commencé mon défi des 365 jours, j'ai commencé un peu à m'ennuyer au bout de 3 mois, 4 mois, et j'ai mis en place un système qui est un système de post-it où j'ai mis à la fois ce mécanisme-là avec celui-là qui est celui du hasard et de la curiosité qui est un mécanisme puissant utilisé par tous les réseaux sociaux, les jeux. Par exemple, vous allez sur Facebook, vous avez une notification, vous ne savez pas qui. C'est peut-être Tati qui nous envoie une invitation Candy Crush, ou c'est peut-être notre meilleur ami qui nous invite à une soirée, etc. C'est la curiosité, il y a cette notion de hasard sur lesquels les casinos jouent, les jeux de grattage, etc. Et du coup, j'ai combiné ces deux-là en mettant toutes les idées que j'avais de challenge qui pouvaient être accomplis dans la semaine, c'est-à-dire dans la journée. Et chaque matin, je me réveillais, je tirais au sort le challenge que j'allais faire. Et j'avais cette notion-là à la fois de hasard, où j'étais comme un gosse le matin de Noël, où je me disais, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de nouveau ou de différent aujourd'hui? Il y avait cette notion-là de progression parce que je gardais tous les autres challenges dans une boîte. Et surtout, j'avais les réseaux sociaux où je pouvais voir tous mes articles et tout ce que j'avais écrit et me poser de temps en temps et dire, ouais, t'en as quand même fait 100 défis et tout. Regarde ton premier défi, d'où t'es parti maintenant, où est-ce que t'en es? Et on arrive via justement l'écriture, soit via un journal, soit via des applications qui permettent de suivre ses progrès, ses objectifs, d'avoir cette notion de progression et d'accomplissement qui est hyper importante et qui est hyper difficile aussi à mesurer quand il s'agit de dépassement de soi et de sortie de zone de confort. Excusez-moi, oui. quand on monte
Quand on monte dans ce cas-là, c'est la start-up ou quoi que ce soit, quand on commence, vous conseillez donc de faire un journal de bord, quasiment même tous les soirs ou alors toutes les semaines pour dire là où j'en étais, où est-ce que je... Ah, complètement. Ok, c'est tout, c'est ma question. Complètement. C'est vrai, c'est une question fermée, donc c'est oui. Et voilà. Ouais, mais complètement, parce que moi, pour moi, d'autant plus que j'ai ce type de personnalité-là où Ah ouais. l'autodiscipline, pour moi, voilà, je suis pas quelqu'un qui ouais, enfin, si vous suivez un peu mes conférences, etc., je vais pas faire une conférence classique, mais je suis vraiment revenu de très loin, timide, maladif. Je suis passé par plusieurs phases de dépression. Je suis pas du tout le motivateur classique. Même le fait que je sois aujourd'hui avec vous, enfin, devant vous en train de parler, enfin, j'avais encore ce truc-là de pas être légitime. Parce que j'avais l'impression qu'il y a des gens qui sont motivés, qui sont là, qui ont tellement d'énergie pour donner aux autres et bougez-vous, etc. Moi, je suis juste un gars normal qui a décidé d'accomplir des choses extraordinaires selon mes propres règles du jeu. Et Goodbye Comfort Zone, c'est ça en fait. C'est une communauté de personnes ordinaires qui ont décidé d'accomplir des choses extraordinaires, mais selon leurs propres règles. Être une super maman, un super papa, c'est quelque chose d'extraordinaire. De monter sa boîte, trouver un CDI, peu importe, selon ses propres règles, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est tout simplement sortir du mode par défaut, sortir du mode où on subit, et dire la vie, voilà, c'est à cause des politiques, c'est à cause de mes parents, etc. Sortir de ce mode victime pour se mettre en mode acteur et dire je suis responsable à 100% de ce que je faisais. C'est ce que j'ai fait quand je cherchais du travail il y a quelques années et tout, où j'avais des amis qui étaient aussi issus de l'immigration, où à un moment donné je me suis isolé, je me suis dit non, maintenant tu vas créer une nouvelle règle du jeu. Si t'es pas pris, c'est que t'es pas assez bon. Point, barre. Le racisme n'existe pas dans ton monde. Alors bien évidemment il existe, mais je m'en fous. Je ne vais jamais rationaliser, je vais juste dire qu'est-ce que je peux améliorer. Et justement, pour être 100% responsable, et souvent quand on parle de ça, il y a des gens qui vont mais comment tu peux te permettre et tout. C'est un choix, c'est une création de réalité interne, c'est un choix pareil. On peut donner, à chaque fois qu'on trouve des exemples, et c'est ce qu'on fait tout le temps pour rationaliser en disant oui mais il y a 10% de chômage, etc. Bah oui mais s'il y avait 90% de chômage, l'objectif ce serait lequel ? Dans les 10%. C'est ça en fait ma mentalité et c'est ça en fait les gens de la communauté. On a ce principe, cette valeur fondatrice qui est on est responsable à 100% de nos actions et les résultats on s'en fout en fait, c'est juste des conséquences. Mécanisme hyper important, les récompenses. Les récompenses, bien sûr, enfin, on oublie souvent et ça c'est un piège dans lequel on tombe, c'est quand on est dans une recherche d'emploi, quand on est dans une création d'entreprise, quand on est dans une démarche de perdre du poids, on est tellement engagé par cet objectif principal et on dit il le faut prioriser, avoir un objectif principal, qu'on va faire que ça jusqu'à se griller en fait, jusqu'à risquer le burn-out au travail, jusqu'à risquer voilà, de plus s'amuser. Et il est hyper important de varier les choses, voire de les lier. Dire mon objectif cette semaine, si j'atteins mes objectifs, mes 5 objectifs, bah je m'accorde telle récompense, qui est une récompense intermédiaire et qui est liée avec l'atteinte des objectifs. Être un week-end, ça peut être voilà, m'acheter telle chose. Moi par exemple, quand je préparais mon marathon, un de mes trucs, quand j'arrivais à terminer un semi, c'était de m'acheter des meilleures baskets. Voilà, c'était un objectif intermédiaire, c'était une récompense. Ou même le fait de courir au début, j'ai détesté ça. Je me suis interdit d'écouter de la musique, complètement. Je me suis dit, le seul moment où tu écoutes de la musique, c'est quand tu vas courir. Je peux vous dire que j'adorais courir. J'étais là, je suis un grand fan de musique comme la plupart des gens. Je suis un fan d'Eminem aussi depuis 15 ans. Et du coup, je préparais mes playlists la veille et j'étais là, je vais commencer par ça, ça et ça. Et c'est devenu quelque chose que j'ai associé, où on a associé mentalement les récompenses avec des objectifs contraignants pour les lier et pour retrouver un peu voilà, ce changement-là quand on sort de sa zone de confort et surtout cet équilibre aussi qui est hyper important. Le quatrième, j'en ai parlé, la curiosité et le hasard. J'ai une petite question par rapport à ça, c'est sûr, parce que je pense que ça dépend pas mal des personnalités, enfin, tout ce qui est autodiscipline, et par exemple si tu es quelqu'un justement super épicurien, donc tu aimes bien les plaisirs immédiats, mais tu sais que tu es conscient que l'effet cumulé de certaines disciplines, comme moi j'ai fait par exemple récemment la douche froide sur un mois, j'ai vu que franchement au début, mais c'est quoi ce délire voilà, j'ai voulu essayer par curiosité en mettant pareil ma musique, une musique de dingue pour vraiment profiter en me disant ok c'est devenu cool et tu vois les effets vraiment positifs sur mais plein de trucs, la confiance en soi, etc.
Et après, est-ce que sur un temps, tu arrives à avoir cette habitude sur le long terme? Parce que moi, après, je suis tombée malade, donc on m'avait déconseillé. Donc, et du coup, de me remettre, de repasser à la douche froide, etc. Enfin, tu vois, de gérer ce côté de la discipline pour les effets cumulés plus tard, et quand même de garder quand même des plaisirs immédiats, parce que on sait jamais si on peut bien, tu vois. Enfin, c'est un peu ce côté-là. Tu vois, comment. C'est justement cet équilibre-là, tu vas le équilibre trouver grâce à l'expérimentation, et grâce en trouvant ta propre équation. Mais quand tu parlais des douches froides, je peux remonter en haut et on revient au pourquoi. Pourquoi tu veux faire des douches froides, etc. Voilà, ça vitalise, etc. Et on revient, ok, j'y arrive pas, ok, on va y ajouter un autre truc. Le changement et la variété, on va y ajouter des interactions sociales, par exemple pour stimuler le truc comme j'ai expliqué tout à l'heure. Moi par exemple, sur la douche froide, c'était un défi. Aussi pareil avec un pote où je l'ai partagé, pour moi c'est hyper important et ça c'est un des mécanismes puissants utilisés aussi par les réseaux sociaux et tout, et on peut utiliser soit les réseaux sociaux, soit des gens, soit il y a tellement de communautés de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, les mêmes objectifs, que ça c'est l'une des étapes primordiales. Et si c'était devenu par exemple avec ton copain un défi tous les matins, moi je sais par exemple ma copine, quand je faisais des douches froides, j'en fais toujours, mais maintenant c'est la dernière minute. Je commence par une douche chaude, la douche froide, et j'aime bien cette variation-là. C'était j'ai coupé l'eau chaude quasiment tout l'été. C'est devenu un truc où même elle s'y est mise et c'était hyper marrant en fait sur ce truc-là. Mais on revient toujours au truc. Ça c'est hyper intéressant aussi, on a parlé. Ça c'est, vous connaissez la courbe de Gauss. C'est une courbe qui est comme ça, qui est une courbe. C'est un peu comme une montagne et c'est valable pour toute sortie de zone de confort. C'est qu'on commence toujours par une étape où limite on est en train de pousser une pierre, c'est hyper douloureux, on se demande pourquoi je fais ça, c'est pas marrant, comment ça se fait qu'il y ait des gens qui prennent plaisir à ça, sauf que ça c'est l'établissement justement de l'habitude et c'est différent d'une personne à l'autre. Et c'est comme ça qu'on élargit sa zone de confort. Une fois qu'on arrive au pic de cette montagne-là, ça devient une habitude et ça devient hyper simple. Et c'est là où ça rejoint un peu les 4 étapes de l'apprentissage et ça rejoint surtout le fait d'élargir sa zone de confort. C'est-à-dire qu'on a passé ce premier cap-là de quelque chose qui est hyper contraignante et maintenant on a les bienfaits. Ou alors on se dit, voilà, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, est-ce que je vais changer, etc. Parce que c'est ça qui est intéressant. Quand on va sortir de sa zone de confort, quand on va se dépasser, ce qui est le plus intéressant, c'est pas tant de juger avant les trucs. Je reviens à la phrase d'Einstein. C'est-à-dire on va juger sur la base de quoi? Nos croyances passées. À partir du moment où on veut des choses différentes, c'est là où il faut tenter des choses différentes et juger sur le retour d'expérience. Pas juste sur ce qu'on sait déjà, pas juste sur ce que nos amis nous disent ou des gens nous disent, etc. Et à chaque fois, moi j'ai un truc hyper puissant, à chaque fois que quelqu'un me critique, je me pose 2 questions. Qui est cette personne? Voilà, regarde ce qu'elle a accompli, etc. Ce qu'elle fait. Et est-ce que j'ai les mêmes objectifs que elle? Est-ce que je veux accomplir les mêmes choses qu'elle? Vous avez remarqué que dans, pas 99% des cas, mais dans 100% des cas, c'est jamais, c'est tellement en décalage parce que les gens déjà qui ont atteint certaines choses et qui arrivent à accomplir certaines choses et tout, ils sont jamais dans une démarche de critique gratuite et c'est souvent des gens, et ça m'est arrivé aussi il y a 10 ans et tout, je me connectais sur les réseaux sociaux pour vanner mes amis dès qu'ils ont posté une photo et tout. Et maintenant, en faisant un rétro-pédalage et en analysant la situation, j'étais mal. Et je voulais attirer l'attention via l'humour, via des vannes, etc., en critiquant les gens. Et c'est ça en fait qui se passe. On nous l'a dit quand on était gosse. À dire, c'est celui qui dit qui est, si tu es si critique, c'est parce qu'il est mal dans sa peau, etc. Mais c'est complètement vrai. C'est complètement con. À partir du moment où on est tous coach, on l'est tous. Moi d'ailleurs, je ne suis pas coach, je ne fais pas de coaching. On est tous coach. Dès qu'on a un ami qui a un chagrin d'amour, qu'est-ce qu'on fait? On donne des conseils, on sait exactement ce qu'il faut faire parce qu'on est justement en retrait via la situation. Mais quand on est en plein dedans, c'est là où en fait l'être humain est un être émotionnel. Où c'est hyper sur le papier, c'est hyper facile de juger ce qu'il faut faire. Mais quand on est dans la pratique, c'est là où on est dépassé par ses émotions, par les choses, etc. Sur sa vie qui font qu'on est un être humain et qui font qu'on a un passé, qu'on a une zone de confort, qu'on a des expériences, parfois des traumatismes, etc. Le changement et la variété, ça rejoint un peu le même mécanisme dont je parlais des récompenses, mais le fait de varier aussi les choses, de varier un peu les défis, de tenter de nouvelles choses
enfin, ça a été prouvé par plein d'études scientifiques, notamment en milieu professionnel, c'est de laisser un peu le champ à la créativité, le champ libre à plein de choses, à des expérimentations, à dire ok, sortir de ma zone de confort pour atteindre cette meilleure version de moi-même, mais aussi juste pour tester des nouvelles choses, voir un peu ce qui peut se passer. Il y a la théorie des battements, de l'effet papillon. Il dit que les battements d'ailes d'un papillon au Mexique peuvent provoquer une tempête au Texas, en Californie. Et ça, c'est complètement valable dans notre vie. Il suffit parfois d'une simple action, d'un simple changement de paramètres pour impacter une journée, parfois pour impacter une vie, et parfois pour impacter le monde. Rosa Parks, par exemple, c'est une dame afro-américaine qui, il y a dans les années 60, je crois, ou 60, ouais, 60, c'était une décision hyper simple. Voilà, elle a décidé ce jour-là de refuser. Elle en a eu marre de à chaque fois se mettre derrière, dans le bus et tout, là où c'était réservé pour les Afro-Américains, et elle a dit non. Et à partir de là, ça a changé le monde. Une simple décision, un simple truc. Et c'est ça qui est hyper intéressant, de sortir de sa zone de confort et de varier aussi les choses sans forcément attendre des choses en retour. Descendre 2 stations de métro avant son arrêt habituel, tenter une nouvelle nourriture, voyager dans un nouveau continent, pays, etc. Faire de nouvelles choses aussi, c'est hyper stimulant et c'est ce qui fait qu'on va s'amuser et qu'on va se détacher aussi juste des objectifs, des trucs et tout. Et ça, dans les jeux vidéo par exemple, c'est l'un des paramètres aussi hyper importants dans les jeux de rôle. On a à chaque fois les missions principales et on a des choses, des missions qui sont optionnelles, qu'il faut débloquer, où on va quelque part se balader et justement attiser cette curiosité-là et voyez, enfin, et chacun peut faire des choses, etc. Enfin, le dernier paramètre, c'est celui de la peur. Et la peur peut être à la fois un moteur négatif, mais un moteur hyper positif. C'est un jeu où il n'y a aucun enjeu. On s'en fout de perdre, on s'en fout de gagner, on s'en fout des conséquences et tout. Il n'y a aucun intérêt d'y jouer. Si je vous disais on va jouer à un jeu maintenant, et peu importe ce que tu vas faire, tu vas gagner. Tu vas peut-être jouer 1 ou 2 fois, même les gosses ils disent ah, j'en ai marre, tu me laisses gagner. Quand il n'y a pas de challenge, quand il n'y a pas cette notion-là aussi d'enjeu, et de travailler, ok, mon grand pourquoi, mais travailler aussi la notion inverse. Et dans le jeu qu'est la vie, moi il m'arrive souvent de me dire, et c'est un truc qui va paraître peut-être glauque pour plein de personnes, mais quand je suis fatigué, quand je suis dépassé, quand j'ai des périodes de déprime et tout, je me dis, en fait, tu peux mourir demain. Et je reprends le sourire. Je me dis, ouais, c'est vrai en fait. Je peux avoir un accident, je peux avoir un truc et tout. Et il y a cette notion-là de peur, d'urgence de la vie. En fait, c'est la chose la plus précieuse. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Ça, on le répète tellement que ça perd. Essayez de réfléchir à cette phrase simple. On n'a qu'une vie. C'est quoi l'objectif de la vie? C'est de passer entre les gouttes, c'est d'avoir peur de se faire critiquer, d'avoir peur de, voilà, parce que j'ai candidaté à telle entreprise et qu'au lieu de commencer avec un poste d'assistante, j'ai décidé de faire chef de projet ou manager et tout, ils vont se foutre de ma gueule. C'est quoi l'objectif de la vie en fait? Est-ce que c'est de vivre sa légende personnelle, pour ceux qui ont lu Paulo Coelho, l'alchimiste, je vous le conseille, ou est-ce que c'est juste d'avoir une vie par défaut et de se retrouver à 90 piges, et ça c'est un rêve que je fais souvent, c'est un cauchemar, et à me retrouver sur mon lit de mort et revenir dans le présent et analyser plein de paramètres où tu te dis putain mais en fait je suis passé à côté de ma vie. Et si on le fait maintenant sur le passé, par exemple quand on a passé le bac, quand on a stressé sur des choses, quand on a fait, quand il y avait peut-être une rupture amoureuse il y a 10 ans et tout, et quand on la regarde maintenant avec du recul, on a l'impression d'être ridicule en fait, mais putain mais pourquoi j'ai autant fait des montagnes par rapport à ça alors que voilà, j'en suis sorti, grandi, etc. Et c'est ça la notion de la peur. C'est quoi le livre dont vous parliez? C'est Paulo Coelho, l'alchimiste. Ah, l'alchimiste. L'alchimiste. C'est un super livre, je vous le conseille. C'est pas un livre de développement personnel classique, c'est un roman en fait, c'est une nouvelle, c'est un roman qui se lit hyper vite. On peut le terminer en 1 jour ou 2 journées. Et à chaque fois, toutes les personnes qui m'ont raconté la fois où ils l'ont lu, ça a eu un impact sur leur vie. Parce qu'on se retrouve tout de suite, on s'identifie avec des notions de légende personnelle, etc. Je ne vais pas vous teaser le livre, mais je vous le conseille franchement. C'est dans mon top 3 des livres. Il n'y a pas de bon ou de mauvais livre de développement personnel. Le plus grand problème
avec les livres de développement personnel, vous savez c'est quoi? Il faut s'adapter à la personne. C'est nous, c'est vous. Hein. En fait, ça coûte tellement pas cher un livre que voilà, qu'on l'a avec une démarche de spectateur. Parce que si la vie était un jeu, il y aurait deux modes. Il y aurait un mode spectateur, il y aurait un mode joueur. Et on passe tous la majeure partie de notre vie, de notre temps, dans ce mode spectateur. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous êtes venus à cet atelier-là en mode spectateur. En mode, bah, qui est ce gars-là, qu'est-ce qu'il va nous faire, etc. Enfin, ce qui est normal. Parce que moi aussi, je le fais parfois, enfin, souvent. Il y a un mode acteur, il y a un mode joueur. On est là, on met son ego de côté. On met ce côté, genre, je suis un consommateur, je suis roi, je juge, je suis... Et on commence à se dire, ok, ce livre de développement personnel, comment je peux l'appliquer? Peu importe. Il y a un livre que j'ai lu, qui est un des pires livres que j'ai jamais lu, qui s'appelle La magie du rangement. Je ne sais pas si on a qui l'ont déjà lu. À peu près 20% du livre, c'est une japonaise qui a inventé une méthode qui passe. Tu ranges chez toi, tu te sens bien. Mais il y a une partie un peu farfelue, il faut parler aux vêtements, les remercier, les reposer. En fait, j'étais dans une démarche de 365 jours où je lisais des livres et j'appliquais les méthodes. Donc j'y suis allé à reculons. Mais le fait d'avoir appliqué sa méthode, alors j'ai pas parlé avec mes vêtements, mais j'ai quand même fait un tri, une espèce de un lieu de vie minimaliste en me séparant de toutes les affaires que je n'utilisais pas depuis hyper longtemps, etc. Et ça a changé ma vie sur l'année qui a suivi. J'aurais pu m'arrêter à l'étape, ouais, enfin c'est un livre pourri, etc. Livre suivant. Mais le fait d'appliquer en fait ce qui a de la puissance, c'est le retour d'expérience. C'est pas juste la critique. C'est quand on critique. Quand on est dans ce mode spectateur, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais le grand perdant, c'est nous, c'est pas les autres. C'est peu importe dans la vie, et ça, c'est une notion hyper importante, c'est la notion du regard des autres, et c'est l'une des plus grandes peurs qu'on a dans la zone de confort. C'est que là, il n'y a pas une jauge comme ça, genre, si j'arrive à atteindre là, je vais gagner 100% des gens, et si j'arrive là, c'est 0% des gens. En fait, c'est une jauge qui est plutôt comme ça, et on la tourne comme ça, et peu importe là où vous la tournez, de l'autre côté, il y aura des gens à qui vous n'allez pas plaire. Il y a cette phrase-là qui est géniale, qui est la seule façon de ne pas se faire critiquer. C'est d'être mort. Ne rien faire. Ah si, même quand t'es mort, tu te fais critiquer. C'est de ne rien faire, ne rien dire et ne rien être en fait. Peu importe ce qu'on fait, il y aura tout le temps des gens. Et c'est ça qui est génial, on est tous différents. Et l'idée, c'est pas de dire qu'on est tous dans le même moule, mais on va déplaire à des personnes, mais c'est le fait de trouver notre zone de challenge et de l'élargir et de vivre quelque part, voilà, donc les gens. And I'm intending to bring a revolution that far too many problems before few solutions.